Je définis le panafricanisme comme étant une personne qui travaille pour l'avancement de son pays, qui travaille pour l'avancement de son continent et qui a un amour sans fin pour les Africains, pour son frère et sœur africain et pour son continent. Pour moi, je décris ça, je définis le panafricanisme comme ça en fait. Donc, le panafricanisme, c'est différent d'un panafricaniste. Bon, c'est vrai. Bon, quand tu es panafricaniste, c'est-à-dire que c'est-à-dire que tu as un amour pour le panafricanisme. Mais n'empêche, moi, comme je te l'ai dit, je définis le panafricanisme comme étant quelque chose de très important. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui travaille pour l'amour, pour l'avancement de son pays ou de son continent. Salam Zia, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici au boy Habib Sall et qui est Serigne Modou Sall. Bienvenue pour un nouvel épisode du Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Donc, je suis super reconnaissant pour toutes les personnes qui nous suivent sur les différents réseaux. Et si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube et Spotify et Apple Podcasts. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, c'est avec un grand honneur que nous recevons sur le cercle mon cher Aboubakar Ba. Il est écrivain, il est conférencier, jeune leader, président fondateur du MIJP, qui est le mouvement international des jeunes panafricanistes, et chargé des relations internationales d'une organisation du nom d'ALFI, African Leaders Factory Initiative. Il a aussi écrit 2 fameux livres qui s'intitulent « Le Sénégal ne refuse-t-il pas le développement ?» et « Peuple africain, réveillez-vous ». Aidez-moi à accueillir alors sur le cercle mon cher Aboubakar. Aboubakar, bienvenue. Merci beaucoup Habib. Donc, permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour l'invitation. Je pense que dans un pays où la majeure partie des personnes ou bien la majeure partie de la population est jeune, où l'âge médian est de 18 ans, il est très important de donner la parole aux jeunes. En tout cas, c'est avec un très grand plaisir que je viens ici aujourd'hui pour faire une émission avec vous. J'espère juste que cette émission sera très fructueuse pour ceux qui nous regardent. Merci. Non, l'honneur est pour moi. En tout cas, joli parcours, un parcours assez inspirant. Tes engagements politiques, associatifs, panafricains, c'est à saluer pour un jeune comme toi. Pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux commencer par présenter brièvement ton parcours? On va commencer d'abord par l'enfance. T'es originaire de quelle zone? Comment était ton enfance? Comment tes parents, en fait, t'ont éduqué? Et qu'est-ce que tu as appris, en fait, de cette enfance? Avant d'entrer dans ton parcours. Dans les détails, oui, merci beaucoup en tout cas. Donc moi, je m'appelle Aboubakar Ba. Donc je suis né le siècle dernier. Donc voilà. Comme moi. Comme vous. Donc voilà. Donc j'habite à Lascat Urbam. J'ai grandi à Lascat Urbam. Donc c'est là-bas où j'ai eu à passer mon enfance. Donc j'ai fait des études, je suis passé par pas mal d'écoles, en l'occurrence le collège de la cathédrale, Yavuz Selim. Donc voilà, mais c'est dans l'établissement pédagogique Prestige qui se trouve au niveau de la VDN. C'est là-bas où j'ai eu mon bac. Donc voilà. Donc l'enfance n'était pas assez compliquée vu que j'ai des parents qui aiment trop l'étude, donc qui m'ont poussé à l'étude. Bien vrai que j'étais un enfant quand même terrible. Donc voilà. Mais n'empêche, mes parents m'ont éduqué, m'ont initié à l'étude. Donc voilà. Et aujourd'hui, je ne le regrette pas. Et je profite de cette occasion pour les remercier vivement. Non, super. En tout cas, t'es chanceux alors. Exactement. Maintenant, quelles sont les valeurs ou les principes que tes parents t'ont inculqués et qui t'ont aidé dans la vie de tous les jours et qui continuent de vous guider en fait dans la vie de tous les jours? L'amour du travail bien fait.
le travail, l'amour du travail bien fait, le respect envers les gens, n'est-ce pas? Et je pense que c'est ça, quoi. Donc, l'amour du travail bien fait, le travail parce que le travail nous incombe à nous tous, parce que travail, comme on le dit souvent, ça rend heureux, n'est-ce pas? Mais travailler seulement ne suffit pas. Il faut avoir l'amour du travail bien fait. Aimer ce que l'on fait, c'est très important. Et surtout l'éducation. Je pense que il faut d'abord l'éducation, comme je le dis, c'est le fait de se respecter soi-même et donner du respect aux autres. Donc, c'est ces valeurs que mes parents m'ont inculquées et c'est ces valeurs que j'essaie de pratiquer dans la vie de tous les jours. Non, c'est important, oui, c'est important. Mais depuis quand tu as découvert ta passion pour le panafricanisme? Est-ce que tu as eu des personnes qui t'ont impacté ou est-ce que tu as lu des livres qui t'ont marqué? Quand est-ce que ce feu a été, je dirais, Oui. j'ai envie de dire déclenché? Déclenché, quoi, oui. C'est depuis que j'ai eu à regarder un reportage sur mon idole, Thomas Sankara. Bon, avant de suivre le reportage, bien évidemment, c'était pas quelqu'un que je connaissais. Mais depuis que j'ai suivi son parcours, ce qu'il a eu à faire, ce qu'il a eu à réaliser, c'est-à-dire que l'objectif qu'il avait pour l'Afrique, donc c'est ce jour-là que cet amour envers le panafricanisme s'est déclenché. Donc voilà, pour répondre à la question que tu as eu à me poser, à savoir est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont impacté, je dirais oui, en l'occurrence une seule et unique personne, M. Thomas Sankara. Ouais, super. Et qu'est-ce que tu as appris de son histoire, de son parcours? Bon, que c'était un leader. C'était quelqu'un qui aimait l'Afrique. C'était quelqu'un qui voulait se battre pour l'avancement de l'Afrique. Donc, j'ai beaucoup appris de lui, mais c'est-à-dire que c'est son leadership qui m'a le plus marqué, en fait. Donc, voilà. Oui, et après, tu as parfaitement raison. Je pense que si on prend l'histoire du panafricanisme, Thomas Sankara fait partie des pionniers dans le continent. Il s'est beaucoup battu pour ses confrères. Exactement. Mais quand tu analyses le parcours de tous les panafricains, de tous les grands panafricains, tu vois qu'il y a un point commun, c'est que la majeure partie d'entre eux ont été massacrés, ont été même assassinés. Donc, que t'inspire en fait quand tu regardes ces parcours le parcours d'un héros, quoi, quelqu'un qui s'est donné, mais à la fin, il a fini par payer sa vie, quoi. Est-ce que je ne dirais pas que ça vaut pas la peine parce que chacun avec ses convictions, mais qu'est-ce que ça t'inspire toi en tant que panafricaniste? Bon, je dirais que c'est dommage et que c'est regrettable en fait, parce que je pense que c'est pas un délit de porter un amour envers son pays, de porter un amour envers son continent, de se battre pour l'avancement de son pays, de se battre pour l'avancement de son continent. Mais malheureusement, en Afrique, bon, certains le voient comme délit et voilà, comme crime entre guillemets. Donc, si tu te proclames ou bien si tu te dis que moi je suis panafricaniste, je veux me battre pour l'avancement de mon pays, les gens se diront, il faut faire attention parce que tous les panafricanistes n'ont pas réussi. Tous les panafricanistes soit ont été emprisonnés ou tués. Mais il faut toujours avoir le sentiment d'apporter quelque chose pour son pays, de porter sa pierre à l'édifice. Parce que comme le dit l'adage, avant de te demander ce que ton pays a fait pour toi, demande-toi d'abord ce que tu as eu à faire pour ton pays. C'est très important. Comme tu as dit, en fait, c'est une relation mutuelle. Parfois, c'est ça le problème des jeunes aussi. La majeure partie des jeunes attendent à ce que l'État vienne à leur secours, alors que parfois, ce serait essentiel, ce serait plus judicieux de se demander qu'est-ce que je peux faire pour l'État. Donc toi, dans tes combats de tous les jours, est-ce que tu peux me donner ta définition à toi du panafricanisme et qu'est-ce que cette définition implique dans tes activités quotidiennes en fait? Pour moi, le panafricanisme, c'est très simple. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs définitions par rapport au panafricanisme. Mais moi, je définis le panafricanisme comme étant une personne qui travaille pour l'avancement de son pays, qui travaille pour l'avancement de son continent et qui a un amour
sans fin pour les Africains, pour son frère et sœur africain et pour son continent. Pour moi, je décris ça, je définis le panafricanisme comme ça en fait. Donc, le panafricanisme, c'est différent d'un panafricaniste. Bon, c'est vrai. Bon, quand tu es panafricaniste, c'est-à-dire que c'est-à-dire que tu as un amour pour le panafricanisme, mais n'empêche, moi, comme je te l'ai dit, je définis le panafricanisme comme étant quelque chose de très important. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui travaille pour l'amour, pour l'avancement de son pays ou de son continent. Ok. Je pense que aussi ça rejoint un petit peu la notion du patriotisme aussi, hein. De la même manière que les Américains sont prêts à se battre pour le pays, de la même manière que les Français se sont donnés à beaucoup de guerres, en fait, pour sauver le patrimoine de leur pays. Nous aussi, en tant qu'Africains, si on ne se bat pas pour notre continent, qui le fera à notre place? Exactement. Donc, je pense que le panafricanisme va de pair avec le patriotisme. Mais après, est-ce que le panafricanisme interpelle forcément l'activisme? Est-ce que le panafricanisme ne peut pas exister sans l'activisme? Bon, ça sera compliqué. C'est-à-dire que être panafricaniste et ne pas être activiste, bon, c'est quand même un peu compliqué parce que quand on dit panafricanisme, c'est le fait de se battre. C'est-à-dire que se battre dans le bon sens, en fait. Donc, le fait d'être, de porter sa voix, le fait d'être au devant de la scène pour porter le combat de l'Afrique, pour porter le flambeau de l'Afrique. Donc, et si le fait de se battre, bon, je pense que si on aime, ou bien si on veut se battre, c'est d'abord il faut être activiste. Donc, je pourrais dire que panafricanisme et activisme vont de pair. Panafricaniste et activiste vont de pair. Donc, voilà. Après, la raison pour laquelle je posais cette question, c'était en fait pour avoir ton point de vue, mais en même temps aussi pour que les gens puissent comprendre que l'activisme n'a pas forcément une connotation négative, en fait. Exactement. Que par exemple, si on prend l'histoire de Malcolm X ou l'histoire de Martin Luther King, ce sont des gens qui ont utilisé certaines stratégies pour arriver à leur fin. Exactement. Par exemple, Martin Luther King, si tu lis son parcours, tu verras qu'au début, il n'arrivait pas à rassembler beaucoup de personnes. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé, en fait, il est allé cibler les enfants des quartiers pauvres. Et c'est cet engagement vers les enfants des quartiers pauvres qui a fait, en fait, grandir sa notoriété auprès des Afro-Américains. Et c'est ça qui a causé que 2 ans après, il a pu rassembler plus de 100 000 personnes pour son fameux discours I Have a Dream. Pour dire que être panafricain, être activiste, cela ne veut pas dire forcément de crier haut et fort les inconvénients ou bien les injustices, mais aussi c'est de mettre en place des stratégies comme un politicien pour arriver à ses fins, quoi. Exactement. Maintenant, toi, dans tes activités quotidiennes, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que tu fais en fait pour sensibiliser sur le panafricanisme? Est-ce que tu fais des conférences? J'ai vu que tu as animé pas mal de conférences. Est-ce que tu peux me guider un petit peu sur les activités ou bien sur un mois typique d'Aboubacar? Donc voilà, moi je suis quelqu'un qui aime d'abord rassembler. Donc je suis quelqu'un qui croit en l'unité parce que j'ai toujours dit que sans unité l'Afrique ne va jamais se développer. Donc j'ai l'habitude de citer comme exemple Thomas Sankara lors de mes interventions parce que c'est un idole, c'est le père du panafricanisme. Donc, à mon humble avis. Donc, Thomas Sankara, un jour, on lui avait posé la question à savoir quel était le plus grand problème de l'Afrique. Il avait dit que, certes, l'Afrique a plusieurs problèmes, mais son plus grand problème était la désunion. Donc, pour moi, il faut et mes activités tournent autour de ça, l'unité. Donc, voilà, l'unité, une unité solide entre frères et sœurs, une unité solide entre Sénégalais, une unité solide entre Africains. Donc, moi, mes activités se résument autour des conférences, donc voilà, et aussi des activités de citoyenneté, donc comme le don de sang, des débats des cimetières, parce que c'est ça en fait, l'entraide. Pour moi, c'est très important.
Oui, une valeur essentielle que beaucoup d'entre nous, en fait, oublient souvent, la solidarité. Oui. Et je me rappelle bien quand j'étais jeune, parce que moi, j'ai grandi à Kaolack. Mais en fait, je voyais cette solidarité dans les quartiers, hein, que ce soit les grands-mères qui se rencontraient tous les dimanches pour nettoyer le quartier ou bien pour aller balayer la mosquée. Tu vois, bon, je ne sais pas si ça existe toujours, mais ce qui est sûr, c'est que c'est encore de moins en moins, en fait. Que maintenant, ouais. Mais quand même, ça existe toujours. Hein. Il y a des quartiers où ça existe toujours. Il y a des quartiers où ça existe toujours. Donc ça, mais pour ça, il faut que la base soit solide. Et la base, c'est une unité entre frères et sœurs, c'est une unité entre Sénégalais, c'est une unité entre Africains. Donc, et surtout avoir le même objectif, c'est travailler pour le développement de sa commune ou bien travailler pour le développement de son pays, travailler pour le développement de son continent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas viser le pays, l'avancement du pays sans pour autant commencer par sa commune. On ne peut pas viser l'avancement de son continent sans pour autant commencer par son pays. Donc je pense que c'est étape par étape, il faut juste s'organiser et essayer de voir comment faire. Mais l'entraide, je pense que c'est un point essentiel, n'est-ce pas, pour le développement d'un pays ou bien pour le développement d'un continent. Ouais, ouais. Mais dans le cadre de ton métier aussi, tu as eu la chance de rencontrer beaucoup de jeunes, de parler avec beaucoup de personnes. Donc, je dirais que t'es un témoin oculaire en fait des réalités des jeunes. Je dirais même des limitations des jeunes. Donc, d'après ton expérience, d'après en fait tes activités quotidiennes, quelles sont les limitations ou bien quels sont les facteurs qui interpellent, qui limitent souvent le potentiel des jeunes? Bon, c'est vrai, comme tu l'as si bien dit, j'ai eu beaucoup d'expérience par rapport à ça, j'ai eu à rencontrer pas mal de jeunes, mais aujourd'hui je pense que les jeunes ne sont pas au devant de la scène. Et comme je l'avais dit tantôt, dans un pays où la couche juvénale est importante, les jeunes doivent être aux instances des décisions, n'est-ce pas? Les instances décisionnelles. Donc, les jeunes, beaucoup de jeunes ont vraiment de l'ambition, ont vraiment une ambition forte, ont vraiment des projets, des réalisations pour le pays, pour le continent, mais malheureusement, ces jeunes ne sont pas écoutés, ou bien ces jeunes sont relégués au second plan, et c'est ce qui fait mal. Donc, d'après mon expérience personnelle, d'après les rencontres que j'ai eu à avoir avec beaucoup de jeunes, c'est ça en fait, c'est le même fléau. Donc voilà, le fait d'être relégué au second plan, c'est-à-dire que malheureusement, nous sommes dans un pays où quand tu parles de panafricanisme, quand tu parles d'entrepreneuriat, quand tu parles d'engagement citoyen, donc beaucoup de personnes ne t'écoutent pas, mais quand tu parles de musique, quand tu parles de faits divers, tu es au devant de la scène et tu es porté haut. Malheureusement, c'est ça, et c'est ce qui fait défaut en fait. C'est dommage, mais c'est ça. Et t'as parfaitement raison. Je pense que j'ai entendu quelqu'un l'autre jour, peut-être c'était Mr. Mo Mindset, qui disait que ouais, Sénégal, nit ñi xam nañ xam-xam mais fonk ñu xam-xam quoi. Et ça et tu le vois de tous les jours hein, que d'habitude quand c'est des activités relatives à la lutte, à la danse, à la musique, ça attire beaucoup de personnes. Mais quand c'est du développement personnel, c'est de l'entrepreneuriat, on voit les mêmes têtes quoi. Exactement. Par exemple moi entre 2019 et jusqu'en 2023, en fait, j'étais dans cette quête de développement personnel. Donc, je participais dans pas mal de séminaires. J'ai fait des prises j'ai participé dans des clubs de prise de parole en public. J'ai fait des formations parce que je voulais me former. Mais ce qui est fou, c'est comme quand tu pars à l'entraînement, en fait. Par exemple, imagine, il y a une salle d'entraînement à côté de chez toi. D'habitude, tu retrouves les mêmes personnes tous les jours. Ouais, bien sûr. Ça montre qu'en fait, on vit dans un monde où il ne faut pas beaucoup pour être différent, quoi. En fait, il suffit que tu sois discipliné, il suffit que tu sais exactement ce que tu veux et que tu te ailles fixes des objectifs. Que tu te fixes des objectifs, donc pour être différent.
Ouais. Non, c'est fou, hein. En fait, je me disais dans ma tête, toutes les formations que j'ai faites là, je retrouvais souvent les mêmes têtes. Et je ne serais pas surpris si 10 ans, 15 ans après, ces gens deviennent, par exemple, des chefs d'État, des ministres, des chefs d'entreprise. Et ce qui est fou, hein, dans l'histoire, c'est que 10 ans, 15 ans après, quand ils vont devenir des responsables, des leaders de ce pays, certains, auront le culot de dire qu'ils étaient chanceux. Ils étaient chanceux, exactement. Alors que voilà, donc c'est ça l'Afrique, hein. C'est comme ça que l'Africain, malheureusement, que le Sénégalais, que l'Africain, particulièrement le Sénégalais, réfléchit. Donc voilà, il te dit, voilà, aujourd'hui, Habib, vraiment, aujourd'hui, il dirige une entreprise, ou bien Habib, aujourd'hui, est nommé à un poste très important. Il dit que voilà, Habib est chanceux. Alors que Habib, dès le bas âge, s'est fixé des objectifs. Donc, c'est fixé une route. Donc, pour atteindre ces objectifs-là, voilà, a pris une route que peut-être que vous, ou bien peut-être que la majeure partie des personnes n'ont pas pris, donc pour réussir. Et que voilà, ces personnes-là vont dire que voilà, Habib, il est vraiment chanceux. Habib, vraiment, dafa am ñaan waajur. Alors que, alors que vraiment, donc, ils savent pas ce que Habib a enduré pour pouvoir atteindre ces objectifs-là, ou bien ce que Habib a enduré pour pouvoir être là où il est actuellement. Donc, malheureusement, c'est comme ça que l'Afrique fonctionne. Quand c'est l'heure de travail, ils ne travaillent pas, mais quand c'est l'heure de la réussite, ils se disent que voilà, la majeure partie des personnes qui ont réussi ne l'ont pas mérité, ils sont juste chanceux. Et moi, ça, je le comprends vraiment pas, quoi. Donc, voilà. Et voilà, entre parenthèses, un jour, j'écoutais Fatou Diom, donc Fatou Diom qui est en France, donc voilà, qui est vraiment une voix très importante pour nous Africains. Donc, il disait que nous Africains, nous sommes aimés que dans l'amusement. Quand il s'agit de l'amusement, nous sommes aimés, nous sommes vraiment, nous sommes portés haut. Mais quand il s'agit de travail, donc voilà, les Européens ou bien les Occidentaux nous détestent. Mais quand il s'agit de l'amusement, ils nous ouvrent les portes, en fait, pour dire que voilà, donc... Et t'as raison, hein. C'est pour ça que on invite nos artistes partout dans le monde. Exactement. Quand ça touche la culture, on est ouvert, quoi. Mais quand ça touche le travail, le savoir-faire, le savoir-être, non, c'est fou, c'est fou. Donc, ils nous accueillent, ils nous ouvrent toutes les portes quand il s'agit de l'amusement, quoi. Mais quand il s'agit de travail, de réflexion et tout, donc voilà, de projets pour l'avancement de l'Afrique, donc bon, les portes sont verrouillées. C'est dommage, en fait. Donc, c'est dommage. Non, les gens doivent comprendre qu'il y a un prix à payer dans tout, quoi. Ouais, il y a un prix à payer dans tout. Ouais, par exemple, c'est important, quand tu étudies le parcours, c'est important d'étudier tout le parcours, mais au lieu de se focaliser uniquement sur le résultat. Parce que le résultat n'est que le fruit d'un ensemble d'activités successives. D'un ensemble d'activités successives. Et c'est ça, et c'est important. Maintenant, toi, parle-moi un peu de ta conférence, la conférence qui s'est déroulée à Qatar. Est-ce que tu peux donner les détails? Pourquoi tu es allé à cette conférence, ça portait sur quel sujet et quelles sont les leçons qui ont été tirées de cette conférence? Bon, voilà, donc c'était une conférence sur les pays les moins avancés. Donc j'ai été invité pour j'ai le terme moins avancé là. Ouais, les pays... Donc la 5e conférence des pays les moins avancés. Donc voilà, donc pays les moins avancés. Donc voilà, c'était une expérience, donc voilà, mais quand même c'était vraiment un honneur d'avoir été choisi pour représenter le Sénégal, pour représenter le continent. Donc j'y étais en tant que chargé des affaires internationales d'une organisation du nom d'ALFI, African Leader Factory Initiative. Donc voilà, donc c'était une belle expérience parce que comme j'ai l'habitude de le dire, ce sont ces genres d'occasions que tu peux profiter, bien évidemment, pour avoir quelques notions, pour apprendre, n'est-ce pas? Parce que tout le monde y est, en fait. Tout le monde y est. Il y a des hommes, des chefs d'État, il y a des ministres, donc voilà. Donc c'était un honneur vraiment. Donc ça tournait autour des pays les moins avancés. Comment faire pour que ces pays les moins avancés puissent quitter le volet des pays les moins avancés afin de nous rejoindre, nous, pays développés.
dans le cercle des pays développés, quoi. Donc voilà, les solutions, ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? Donc, en grosso modo, la mondialisation, quoi. Ouais, la mondialisation. Mais j'ai toujours le terme, les pays moins avancés, là. Donc les pays développés nous ouvrent des portes et nous proposent des solutions. Donc voilà, les représentants des pays les moins avancés étaient là pour dire que voilà, nous avons besoin de ça, nous avons besoin de ceci, nous avons besoin de cela. Et que voilà, après, bon, à la fin, les représentants des pays développés donc prenaient la parole pour dire que voilà, donc nous allons faire ceci pour vous, nous allons apporter ceci pour vous. Donc voilà, donc il était très important d'y aller, d'y participer, de voir comment ça se passait, les échanges entre ces pays-là, entre pays développés et pays moins avancés. Malheureusement, Okay. nous souhaitons vraiment que lors de la prochaine conférence, Inch'Allah, je ne sais pas ce sera quand, que nous puissions y aller, mais quand même, cette fois-ci, pour représenter un pays développé, en fait. Donc, si je dis représenter un pays développé, ça veut dire que représenter le Sénégal, j'ose espérer qu'avant, parce que ça se tient chaque 9 ans, donc je pense que c'est chaque 9 ans, donc je pense que la prochaine fois, j'espère qu'on y sera pour dire que voilà, cette fois-ci, nous sommes dans le cercle des pays développés, quoi. Vous, pays moins avancés, qu'est-ce que vous avez besoin? Donc, espérons. Mais Voilà. c'est vrai que le terme c'est un peu péjoratif, mais je comprends. En fait, dans la vie aussi, tout est hiérarchisé, quoi. Dans chaque domaine, il y a des plus avancés et les moins avancés. La vie est faite ainsi. La vie est faite ainsi. Mais quels sont les engagements qui ont été pris, par exemple, pour le cas du Sénégal? Bon, pour le cas du Sénégal, c'est-à-dire que essayer de voir, c'est-à-dire que essayer de trouver des solutions par rapport au financement. Comment financer le Sénégal sur plusieurs domaines, sur plusieurs facteurs. Par exemple, sur le domaine de l'agriculture, sur le domaine de l'éducation, sur le domaine de l'électricité, sur le domaine d'accès à l'eau potable. Comment vraiment y accéder? Parce que ce sont des besoins primaires, quoi. Donc, je pense qu'un pays ne peut pas espérer le développement sans pour autant régler ces problèmes-là, quoi. Les problèmes d'accès à l'eau potable, problèmes d'électricité, donc ça, d'éducation. Et comme le disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus fatale pour développer un pays. Donc je pense qu'aujourd'hui, tout le monde doit avoir accès à l'éducation et à une éducation de qualité. Donc ce sont ces engagements-là qui ont été pris pour le Sénégal. Bon, j'espère qu'ils vont les honorer. Hein. Exactement. Parce que j'en ai marre de voir des conférences. Par exemple, moi, j'ai arrêté de suivre les conférences COP, la conférence des partis sur l'aspect des environnements, du développement durable. Parce qu'à chaque fois, les gens s'engageaient sur des trucs qu'ils ne respectaient pas, quoi. Donc, du coup, je me disais, ça sert à quoi, quoi? Donc, il y a beaucoup de forums économiques, de forums entrepreneuriaux, environnementaux qui se tiennent à Dakar, partout dans le monde, mais moi, je suis vraiment intéressé par les résultats, quoi. Peut-être parce que je suis ingénieur, mais moi, j'aime bien une gestion axée sur les résultats. Montre-moi les indicateurs, montre-moi les résultats, les performances, et je te dirai si je suis satisfait ou pas, quoi. Donc, c'est très important. Je pense que c'est ça, en fait. Donc, on a trop parlé, quoi. Donc, on a trop parlé. Maintenant, l'heure a sonné pour les actes, pour les réalisations. C'est très important. Donc, espérons qu'ils vont, comme tu l'as si bien dit, qu'ils vont honorer leurs engagements. En tout cas, nous allons suivre ça de très près de toute façon. Pour ton livre, le Sénégal ne refuse-t-il pas le développement? Quel est le message que tu voulais véhiculer avec ce livre? Bon, le Sénégal ne refuse pas le développement, donc j'ai parlé du sous-développement sur le plan social, éducatif, n'est-ce pas, et sur le non-respect des lois et règlements. Donc, le message que je voulais véhiculer, c'est juste dire aux Sénégalais que vraiment il nous faut à tous un engagement citoyen positif, c'est-à-dire que voilà, essayer d'apporter, il faut que bon, moi j'ai l'habitude de dire que pour une Afrique meilleure, il faut que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice. Mais quand même, pour un Sénégal meilleur, il faut que chacun puisse apporter son pierre à l'édifice. Voilà. Donc,
Ça pierre à l'édifice. Donc, pour dire que c'est très important, donc voilà, d'avoir un engagement citoyen positif, c'est très important d'avoir donc voilà, l'amour pour son pays, l'amour pour sa commune, c'est très important. Donc ça nous incombe à nous tous. Donc comme le disait Fanon, chaque génération dans une opacité relative doit découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Donc il est très important, nous, Sénégalais, de découvrir notre mission et de la remplir de fort belle manière. Donc c'est ce message-là que je voulais véhiculer pour dire que notre heure a sonné quand même pour le développement. Vous savez, moi, je suis pas afro-pessimiste ou afro-optimiste. Optimiste, ouais, exactement. Je suis afro-inconditionnel parce que je crois toujours que l'heure de l'Afrique ou bien l'heure du Sénégal va sonner très bientôt. En tout cas, c'est ce message-là que je voulais véhiculer. Inciter les jeunes, surtout de mon âge, à avoir un engagement citoyen exemplaire. Donc voilà. Ok, je comprends. Mais quand tu es afro-inconditionnel, donc tu es un peu afro-optimiste, non? En tout cas, je sais pas. Mais en tout cas, je suis afro-inconditionnel. Je crois au développement de l'Afrique. En tout cas, j'essaie de voir la différence, mais quand tu dis inconditionnel, ça veut dire que forcément, on va y arriver. On va y arriver, forcément, on va y arriver. Bon, c'est ce que je crois, en fait. C'est ça. Alors que quand tu utilises l'optimisme, il y a un peu le mot espoir dedans. Espoir dedans, donc voilà, espoir dedans. Moi, je dis que voilà, forcément, on va y arriver. Et nous allons travailler pour ça, pour y arriver. Nous allons se donner les moyens, quoi. Bon. Mais comment? Parce que ça fait 60 ans qu'on essaie et qu'on n'y arrive pas. Ouais, 60 ans qu'on n'y arrive pas, c'est vrai, mais quand même, voilà. C'est comme disait Einstein, quoi. Tu vois, tu peux pas utiliser la même manière pour résoudre un problème et espérer un résultat différent. Et espérer un résultat différent, oui, exactement. Donc, bon, c'est vrai que ça fait 60 ans. Donc, voilà, depuis 60 ans, quelles sont les choses qui ont été faites? Donc, voilà, quelle est la situation du Sénégal actuellement par rapport aux années 60? Donc, il faut se poser toutes ces questions-là. Mais n'empêche, nous continuerons à discuter entre jeunes. Nous continuerons à tenir des conférences. Nous continuerons à organiser des activités de citoyenneté pour montrer la voie aux jeunes, quoi, en tout cas. De toute façon, nous continuerons à apporter notre pierre à l'édifice en grand sous-modo. Non, mais je suis d'accord, en fait, que dans le sens où que l'individu commande le collectif, quoi. Par exemple, moi, je vois le monde comme un ensemble d'individus, pas juste comme une nation, un pays, un groupe, non. Mm-hmm. Je vois que tout est, en fait, tout peut être désintégré au sens absolu du terme, à sa partie la plus minimale, quoi. Exactement, par exemple, un peuple après tout, c'est comme en fait quand tu regardes une vidéo sur YouTube sur l'écosystème, tu vas voir que quand tu vas quitter la Terre, tu dézoomes, tu vas voir en fait la planète, tu dézoomes, tu vois en fait une petite étoile parmi les galaxies, tu dézoomes, tu vois un ensemble de galaxies. Après, à la fin, tu te dis, mais on est insignifiant, quoi. Comment cette petite bulle peut se permettre d'avoir autant de convergence, autant de guerre, autant de haine. Tu te dis, en fait, si chacun faisait de son mieux, le monde allait être mieux, quoi. Tu vois un peu. En fait, j'analyse les choses de manière macroscopique. Non, bien sûr, mais ça, bien sûr. Donc c'est ça. Bon, comme l'avait dit, je pense que c'était, je sais pas si c'était, Bob Marley, bon, pas Bob Marley, c'était Alpha Blondy, l'ennemi de l'Afrique, ce sont les Africains en fait, et c'est ce qui est dommage. Donc, par exemple, il y a des personnes qui se disent que si moi j'ai réussi, c'est-à-dire que moi excusez-moi du terme, je m'en fous des autres, quoi. Que l'Afrique, que le Sénégal avance ou pas, ça m'importe peu. De toute façon, moi je suis riche, je suis bien, je mène une vie de rêve, donc voilà. C'est-à-dire que les problèmes de l'Afrique là, ou bien les problèmes du Sénégal là, de mon pays, ça m'intéresse pas. C'est-à-dire que le pays avance ou n'avance pas, c'est pas mon problème. De toute façon, moi je me gère, je gère ma famille et je suis bien. Et moi, je pense qu'il ne faut pas raisonner comme ça, quoi. Aujourd'hui, si tu pars dans les pays développés, donc
dans les quartiers. Par exemple, moi, quand j'avais eu à visiter, l'Italie, donc dans un quartier, donc voilà, il y avait un hôpital en fait. Donc le guide nous avait dit que voilà, par exemple, cet hôpital là que vous voyez, ce sont les riches du quartier qui ont cotisé pour le construire en fait. Et c'est très important. Je pense que si tout le monde faisait ça, donc je pense que on aurait dépassé ce stade-là depuis longtemps. Il faut que ceux qui sont au devant de la scène ou bien ceux qui sont à l'aise financièrement puissent aider les autres en fait, ou bien puissent mettre en place quelque chose sans pour autant attendre quelque chose du gouvernement. Je ne vais pas dire sans pour autant attendre quelque chose de l'État, parce que moi je pense que l'État c'est nous tous, comme tu l'as dit. Ouais, je suis d'accord. Ouais, mais tout à l'heure tu parlais du fait que les jeunes refusent de s'engager ou de se mettre devant la scène. Par exemple, moi je connais des jeunes qui sont bruyants, qui occupent des postes de très haut niveau dans des entreprises multinationales, qui travaillent au Sénégal ou partout dans le monde. Mais quand tu leur parles de la politique, ils veulent pas. Exactement. Parce Et c'est qu'ils ce se qui est disent que dommage. c'est... Ouais. Oui, mais comment tu peux expliquer cela, en fait? Il y a une raison, quand même. Si nous, tous les... En fait, Habib, bon, c'est parce que ces jeunes-là ne font pas la différence entre la politique politicienne et la politique. La politique, donc, étymologiquement, c'est l'art de bien gérer la cité. Donc, la politique, c'est quelque chose de noble, en fait. Donc, mais ils se disent que bon, si tu fais de la politique, forcément tu feras de la politique politicienne. Et la politique politicienne, donc c'est parce que Habib ne partage pas les mêmes, n'a pas la même vision que moi. Donc voilà, je vais l'insulter, je vais ternir son image, et c'est ce qui est dommage. Mais c'est de cette manière que ça se passe, la Ouais, politique au Sénégal, c'est hein? c'est de cette manière que ça se passe. La politique au Sénégal, c'est dommage. Ça veut dire que Ouais, quand c'est tu es pour ça que les opposant, jeunes ont peur, ouais. oui, c'est ça. C'est quand tu es opposant. Tout ce que l'État fait, ou bien tout ce que le gouvernement fait, n'est pas bon. Et quand tu es du côté du gouvernement, tout ce que l'opposition dit, ce sont des mensonges. Parce que eux, ils veulent prendre notre place. Donc voilà, ils ne trouveront jamais un terrain d'entente. Et c'est ce qui est dommage. Et je pense que c'est la raison pour laquelle les personnes que tu es en train de dire là, c'est-à-dire que des jeunes qui dirigent ou bien qui occupent des postes de responsabilité importantes, ont peur de la politique. Mais n'empêche, il faut quand même faire la différence entre la politique et la politique politicienne. Tu peux faire de la politique, c'est-à-dire que la politique de développement, sans pour autant entrer dans faire de la politique politicienne. Mais ça, c'est pas facile, hein. Par exemple, imagine-moi si on me disait que on a, par exemple, un lac qui est infesté de, je sais pas moi, de serpents, et que si tu traverses le lac, t'as, t'as quoi? T'as 99% de chances d'être attrapé par un serpent. Mais tu vas pas traverser quand Ouais, même, bien, bah, tu vas pas Aboubacar, traverser. quoi. Ouais, bon, tu vas pas traverser. Mais n'empêche, aujourd'hui, je te donne un exemple. Si tu es, par exemple, si tu organises des activités des activités de citoyenneté, si tu essaies de regrouper des jeunes, de leur parler, de leur sensibiliser et tout, tu es en train de faire de la bonne politique. Donc voilà, d'organiser des activités de citoyenneté, de set-settle, de nettoyage, n'est-ce pas? Donc voilà, de désherbage dans les cimetières, des activités de don de sang, n'est-ce pas? Mais tu es en train de faire de la politique, l'art de bien gérer ta cité, parce que tu incites les jeunes, tu leur montres la voie du développement, n'est-ce pas? Mais bon, ça ne veut pas dire que tu vas forcément intégrer un parti politique pour faire de la politique politicienne. N'est-ce pas? Donc voilà, moi je pense qu'on peut faire de la politique sans pour autant faire de la politique politicienne. Il faut juste faire la part des choses en fait. Non, si je comprends bien, en fait, le fait juste d'être un bon leader dans son quartier ou dans son école ou dans son domaine de référence suffit largement comme politicien, quoi. Déjà, si tu es un leader, tu es en quelque sorte un politicien. Genre, tu es un manager, quoi. Tu gères, tu incites, tu es un leader, tu vois. Ça aussi, c'est à saluer, ouais, C'est à c'est vrai. saluer. Être leader n'est jamais facile. Être leader n'est jamais facile parce que quand tu es leader, il faut vraiment porter sur les épaules les humeurs de tout le monde. Il faut vraiment porter sur les épaules les critiques de tout le monde.
C'est-à-dire que, voilà, récemment, j'avais eu à acheter un livre de Stephen Sample, dont le titre est Devenez un grand leader. Devenir un grand leader. Donc, c'est un livre qui parle du fait de la voie à prendre pour être un leader. Mais moi, quand j'ai eu à lire ce livre, donc tout de suite, je me suis dit que vraiment, peut-être que Steven a écrit un livre pour nous montrer la voie, n'est-ce pas? Nous qui voulons être des leaders, mais sérieusement, le leader, ça ne s'apprend pas en fait. Soit on l'est, soit on ne l'est pas. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord. J'ai juste quelques questions avant qu'on boucle, peut-être des questions personnelles. Par exemple, est-ce que tu as connu un échec qui t'a marqué dans la vie? Un échec qui m'a marqué dans ma vie, pas échec en tant que tel en fait, mais quand même j'avais eu à mettre en place des projets de développement, de panafricanisme qui n'ont pas vu jour. Et ça me fait mal parce que tout simplement, tu pars voir des personnes appropriées pour ce genre de projet-là. Tu te dis que ouais, je vais appuyer ce projet-là, je vais t'aider, je vais te venir dans net parce que, et voilà, mais après, t'as pas de retour. Et ça fait mal parce que tu te dis que tu pouvais faire comme les autres en fait. C'est-à-dire que donc rester dans ton coin, travailler pour toi-même parce que tu as les moyens, tu as fait des études avancées, mais non, tu le fais pas, tu veux te battre pour ton pays, mais les personnes appropriées ou bien les personnes qui sont devant ne t'ouvrent pas leur porte, et c'est ce qui est dommage en fait. Mais n'empêche, la vie c'est comme ça, on peut pas toujours réussir, donc comme le dit beaucoup d'adages, donc la vie c'est comme un vélo en fait, c'est-à-dire qu'il faut toujours pédaler pour ne pas perdre l'équilibre et on ne peut pas toujours gagner. Mais n'empêche, moi je crois fortement à ce que Nelson Mandela disait, soit je gagne, soit j'apprends. Mais n'empêche, c'est cette expérience que j'ai eue par rapport à aux échecs qui m'ont marqué en fait. Bon, pas marqué, mais ce sont des choses qui m'ont appris beaucoup de choses. Si, je vois. Oui, je vois. Si tu devais mettre en place une loi universelle que tout le monde devrait appliquer, quelle loi donnerais-tu en fait? L'unité africaine. Imposer aux Africains une unité. Mais est-ce qu'on peut imposer une unité? Une unité, c'est un choix, non? Bon, je ne sais pas si c'est un choix ou pas, mais c'est-à-dire que tant qu'il n'y aura pas d'unité entre Africains, c'est-à-dire que ça sera très compliqué pour voir une Afrique prospère, une Afrique où on va se sentir à l'aise, une Afrique où on va se dire vraiment que maintenant nous sommes au devant en fait, nous faisons partie des pays développés, des continents développés. Ça sera compliqué. Sans unité, on pourra pas y aller. Ou bien, je vais pas dire on pourra pas y aller pour nous condamner définitivement, mais je vais dire que ça sera très compliqué d'y arriver en fait. Donc, tu m'as posé la question, si je devais imposer une loi, donc c'est cette loi-là que j'allais imposer. Il faut que les Africains s'unissent de force ou de gré. Maintenant, fini les concurrences malsaines, quoi. Maintenant, il nous faut une unité. Voilà, la concurrence doit être saine. Il faut s'entraider entre frères et sœurs. Il faut vraiment que l'unité soit forte. Et pourquoi pas, dans l'avenir, le projet des États-Unis d'Afrique voit le jour. C'est possible. Oui, c'est possible, ouais. Tout est possible, ouais. L'impossible est impossible jusqu'à quelqu'un le rend possible, quoi. Ouais. Ok, le meilleur conseil qu'on t'a donné? Ne jamais baisser les bras. Et qui t'a donné ce conseil? Bon, mon mentor, donc... Thomas Sankara. Bon, Thomas... non, malheureusement, quand Thomas Sankara était là, je n'étais pas né. Ah non, ok. Mais n'empêche, okay. Voilà, mon mentor,
Imam Massamba Diop, qui est le président de l'ONG Jabra, qui est un papa pour moi. Donc voilà, ne jamais baisser les bras. Donc c'est ce qu'il me dit toujours, la vie n'est pas facile. Et comme le disait l'ancien président de Marseille, Bernard Tapie, le plus important c'est de réussir sa vie, mais pas dans la vie. Donc de réussir dans la vie, c'est ce que les gens voient. Donc c'est ce que tu montres aux gens, mais le fait de réussir sa vie, c'est voilà, c'est-à-dire le fait d'atteindre ses objectifs, les objectifs que tu t'es fixés en fait. Donc voilà, et pour cela, pour y arriver, donc voilà, il ne faut jamais baisser les bras, non seulement ne jamais baisser les bras, mais quand même être, voilà, avoir l'amour du travail et le travail bien fait. C'est très important. Super. Et le pire conseil qu'on t'a donné? Arrêter les études pour jouer au foot. Ah ouais. Arrêter les études pour être footballeur. Ah, t'étais un bon joueur. Bon, je ne sais pas si j'étais un bon joueur, peut-être que, vous savez, mais j'ai un amour envers le foot. D'ailleurs, je joue presque tout le temps au foot. Mais quand même, voilà, lors de mes vacances, c'était en 2015-2014. Donc, j'étais en France, donc voilà, pour y passer des vacances. Donc quand je suis revenu, 15 jours après, quand je suis revenu, mes amis me disaient que toi tu es con, tu devais rester là-bas pour jouer au football. Ah, pourquoi tu es revenu? Donc voilà, bon, je me suis dit que ça c'était le pire conseil, quoi. Non, pourtant, moi aussi, quand j'étais petit, j'étais bon. J'étais super bon, Ouais. mais bon. Mais j'ai bien fait de continuer les études Ah quand ouais, même. bien vu. Moi, je ne le regrette pas, vraiment. Parce que les chances de réussir en tant que En footballeur tant que sont footballeur, minimes. hein. sont minimes. Donc, Ouais, voilà, sont minimes. Et Ouais. malheureusement, beaucoup de jeunes veulent devenir footballeurs, n'est-ce pas? Et tout le monde n'aura pas la chance, malheureusement, tout le monde n'aura pas la chance de réussir. Donc, je pense que le fait de continuer ses études est beaucoup plus rassurant. Mais quand même, quand j'entends les milliards, là, quand même, je Ouais, regrette. hein. bon. C'est pas facile, hein? Quand tu entends les milliards, tu te dis des fois, est-ce que mes amis n'avaient pas raison, quoi? Est-ce que je ne devais pas rester là-bas pour... Quand j'entends Sadio Mané qui gagne, je sais pas moi, 125 millions par semaine, je me suis dit, mais putain, qu'est-ce que j'ai fait là? Il fallait tenter cette expérience. Ouais, je te dis, voilà. Ouais, Sinon, en tout cas, l'autre question, c'est, est-ce qu'il y a une question que tu aimerais qu'on te pose souvent et qu'on te la pose pas assez, quoi? bon, une question, bon, Que tu aimerais qu'on te la pose souvent, quoi. comme on la pose souvent, bon, je sais pas, est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et de quoi es-tu le plus reconnaissant ces temps-ci? Mes études. Ah ouais. Études. Vas-y, développe. Donc mes études, parce que voilà, vraiment ça m'a permis aujourd'hui d'avoir accès à beaucoup de choses, notamment ma nomination pour le poste de chargé des relations internationales de l'organisation Alfi, parce que si j'avais pas des études poussées ou développées, peut-être que je n'occuperais pas ce poste. Et voilà, ça m'a permis aussi d'avoir une vision large de la vie. Ça me permet de voyager, n'est-ce pas, de représenter le pays. C'est parce que tout simplement mes études m'en ont permis en fait. Donc pour dire que voilà, mes études vraiment, donc je remercie le bon Dieu, je remercie mes parents, donc voilà, pour de m'avoir poussé à bout, donc voilà, et de m'avoir dit que voilà, il faut jamais laisser les études, parce que ça sera vraiment une erreur que tu regretteras pour toute ta vie. Et aujourd'hui, l'histoire leur a donné raison et je ne le regrette vraiment pas, quoi. Ok, je comprends, c'est parfait. Maintenant, quelle est la vision en fait idéale du genre, comment tu vois la fin, comment tu vois avec toutes les activités que tu es en train de mettre en place, comment où tu te vois dans 10 ans, 15 ans, 30 ans, 50 ans, en fait, quelle est la vision idéale de ton futur à toi? Exactement. Bon, moi, la vision idéale de mon futur, être un homme d'État. Être un homme d'État qui travaillera pour tous les gouvernements africains, ou bien la majeure partie. Je ne pourrais pas travailler pour tous les gouvernements africains, mais la majeure partie des États africains travaillent avec eux. Donc voilà, essayer d'être un médiateur, essayer d'être quelqu'un
qui va privilégier donc voilà la relation ou bien les relations entre pays africains, donc qui peut-être quelqu'un qui apportera son expérience ou bien je sais pas son atout pour le développement des pays africains. Donc voilà, donc beaucoup veulent que je sois, beaucoup de mes amis, de mes proches me voient déjà comme président dans l'avenir, mais moi je n'aime pas, je veux pas être président. Je le dis Amine, merci beaucoup Amine, vraiment, parce que voilà, donc voilà, pour les souhaits, mais personnellement moi je veux pas être président, je veux juste voilà, apporter ma pierre à l'édifice, donc c'est-à-dire que travailler pour les États africains, donc représenter l'Afrique dans les scènes ou bien dans les décisions sur le plan international et tout, mais en tout cas c'est ce que je veux et voilà, pour mon futur en fait, c'est ce que je souhaite. Non, super. Et dernière question, quelle influence aimerais-tu laisser dans ce monde? Le fait d'un devoir accompli. Le fait de devoir accompli, c'est-à-dire que voilà, se dire que voilà, quand même, j'avais eu à découvrir ma mission. Donc, la mission que j'avais eu à découvrir, je l'ai pas trahi, quand même, je l'ai rempli en fait. Que je sois un exemple pour les générations futures à venir sur le plan engagement, sur le plan citoyenneté, donc voilà, sur le plan unité, c'est très important. En tout cas, et je te le souhaite, hein. J'espère que je suis sûr que tu vas y arriver, Inch'Allah. Dieu est grand, quoi. En tout cas, mon gars, merci beaucoup. C'est vraiment un honneur. J'ai beaucoup appris de cette conversation. Et comme je te disais, hein, je n'ai pas encore lu tes 2 livres parce que tu me disais que tu les as pas en format PDF. Mais quand je retourne au Sénégal, Inch'Allah, je vais faire tout pour les acheter et les lire, quoi. Ça, je te garantis ça, Inch'Allah. Maintenant, est-ce que tu as un dernier mot et comment les gens pourront entrer en contact avec toi? Bon, tout d'abord, c'est moi qui te remercie pour l'invitation et voilà, la conversation a été très fructueuse, machallah. Donc, venant de toi, je n'attendais vraiment pas moins. En tout cas, c'était un honneur et un plaisir pour moi. Et pour les livres, ne t'en fais surtout pas, Inch'Allah. Dès ton retour, tu les auras, Inch'Allah. Donc, après, j'attendrai tes appréciations. Super. Donc voilà, donc en grosso modo, bon, j'ai pas de mots de la fin, donc juste remercier mes proches, mes parents, mes amis et tous ceux qui me soutiennent depuis le début. Donc leur dire que nous continuerons à nous battre pour l'avancement de l'Afrique. Donc nous continuerons à nous battre pour l'avancement de notre pays et nous ne ménagerons aucun effort. Donc pour que les gens puissent être en contact ou bien entrer en contact avec moi. Donc mon Instagram, j'ai une page Instagram du nom d'Aboubacar Ba, ou bien sur mon numéro personnel qui est le 77 316 99 51. Super. En tout cas, comme vous l'avez vu, hein, mes amis téléspectateurs, mes auditeurs, n'hésitez pas à suivre Aboubacar sur les réseaux, commander son livre, participer à ses événements. Je pense que c'est quelqu'un qui milite vraiment pour l'unité africaine et il est encore jeune et c'est à saluer, hein. Donc, c'était le Cercle d'Influence Podcast avec Aboubacar Ba. Ici, on s'inspire à inspirer avant d'expirer. Et s'il vous plaît, et ça, c'est une demande personnelle que je fais à l'endroit de mes auditeurs et de mes téléspectateurs. Presque 80% des gens qui regardent le podcast sur les différents réseaux ne s'abonnent pas. Et je peux comprendre, mais la meilleure manière pour nous, en fait, d'évaluer le niveau de performance, le niveau d'intérêt ou la pertinence des différents sujets que nous abordons, c'est de suivre le nombre d'abonnés. Donc, si vous êtes un habitué d'ici, n'hésitez pas à vous abonner parce que ça va beaucoup nous aider dans l'avenir. Merci beaucoup au fond du corps. Je suis reconnaissant pour tous les messages d'encouragement, pour tous les mots d'appréciation. Ça me touche vraiment au corps. On va continuer à vous servir comme d'hab. Ça va pas changer. À la prochaine. En attendant, soyez unique, soyez légendaire. Peace and love. We out. Bye.